nous l'avons fait pour montrer qu'il y a des réponses. Si le succès de Mediapart est un succès égoïste, ce sera un succès de peu de portée. C'était un succès pour montrer au public que l'on peut retrouver un chemin de confiance entre journalistes et lecteurs, et de montrer à la profession qu'il y a la possibilité de réponses qui ne soient pas des succès éphémères, qui créent de la valeur, qui créent des emplois, qui créent de la richesse, qui créent cette première condition de l'indépendance, c'est d'être indépendant économiquement. Je ne vais donc pas développer trop sur Mediapart. Mediapart est profitable, Mediapart ne vit que de ses lecteurs, c'est notre formule, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Mediapart a fait l'année dernière 9 millions d'euros de chiffre d'affaires et un résultat net de 1 500 000 euros. Il y a une recette miracle? Oui, non, mais la recette, c'est la confiance du public. Mais c'est surtout d'avoir montré que le numérique n'est pas notre ennemi et que par ailleurs, en faisant du numérique, nous ne sommes pas l'ennemi du papier en tant que support, puisque la preuve, nous publions nous-mêmes des livres. Alors, de quoi s'agit-il derrière le numérique? Il s'agit d'une révolution industrielle. Il y a une réalité objective, et c'est la troisième de notre modernité. Et chaque révolution industrielle, celle de la fin du XVIIIe avec la machine à vapeur, on sait de quoi je parle dans cette région, et celle de la fin du XIXe avec l'électricité, puis les énergies fossiles, et celle d'aujourd'hui avec le numérique, ce sont à la fois d'immenses bouleversements culturels, sociaux, géopolitiques, économiques, démocratiques, des enjeux démocratiques entre ceux qui vont se saisir de cela pour accroître leur pouvoir, nous fragiliser, faire régresser nos droits sociaux et nos libertés démocratiques, et ceux qui vont montrer qu'au contraire, il y a derrière ça d'immenses opportunités émancipatrices. Les tuyaux ne sont pas libérateurs en soi, c'est ce que nous allons en faire qui est libérateur. La conviction de Mediapart est toute simple. Une révolution technologique qui supprime 3 coups. Le papier, et c'est écologique. L'imprimerie, et c'est notre industrie lourde. La distribution, et c'est notre peau au noir avec les invendus, elle a forcément l'avenir devant elle. Quand vous achetez un journal, c'est entre 60 à 70% de ce que vous payez derrière ces 3 coups. Une révolution technologique qui permet de les supprimer, elle a l'avenir. Alors l'avenir, c'est à nous de l'écrire. À nous de l'écrire dans une nouvelle alliance avec les lecteurs. Car l'autre aspect de cette révolution technologique, c'est que le public a reconquis un droit qui lui appartient, qui est sa propre liberté d'expression. Il n'a pas besoin de nos éditoriaux pour penser. Il peut s'exprimer tout seul. Il n'a pas besoin de l'intermédiaire d'un journaliste pour défendre sa cause, pour défendre sa lutte, pour défendre son alarme. Il peut faire son blog, il peut faire son site. Et donc, nous sommes journalistes sommés de créer une nouvelle alliance où nous sommes remis à notre place, à notre juste place. Je ne pratique pas un journalisme inodore et incolore. Je fais moi-même des partis pris. Mais je pense que mes partis pris doivent rencontrer d'autres partis pris qui sont ceux des lecteurs eux-mêmes. En revanche, le cœur de notre métier, c'est d'apporter des informations, pas des opinions. L'opinion, elle vous appartient à tous. Et nous sommes forcément des journaux participatifs désormais. Et donc il faut qu'il y ait au cœur du débat d'opinion des faits, des vérités de fait, y compris celles qui dérangent. C'est ça notre rôle, notre fonction sociale à nous, journalistes. Apporter ce qui est au cœur du débat d'idées, c'est-à-dire des réalités, des vérités factuelles. Mediapart, si ça avait été l'addition des blogs des 4 fondateurs, Mediapart n'aurait jamais marché. Mediapart marche parce que, et au-delà de l'investigation, c'est vrai sur l'international, sur la culture, sur l'économie, sur l'Europe, à Bruxelles, sur la Grèce aujourd'hui, Mediapart apporte des informations d'intérêt public, au cœur d'une agora qui est celle de ce débat des lecteurs. Alors, nous avons fait ça pour dire, et c'est souvent je dis Mediapart est un laboratoire, pour montrer à toute la profession qu'on peut se battre. Et qu'il y a un chemin où le numérique n'est pas forcément synonyme d'immédiateté, de superficialité, de flux, de n'importe quoi, et qu'au contraire, on peut mieux défendre la tradition qui est la nôtre par le numérique. Faire des articles plus documentés, plus enrichis,
un journalisme plus durable, un journalisme moins formaté. Ça, c'est notre bilan, qui j'espère est utile à tout le monde. Reste une alarme, et c'est celle-là que je voudrais vous faire partager. J'ai dit que nous vivons une révolution industrielle. C'est une bataille. Une révolution industrielle, je le redis, c'est le moment où les dominants vont prendre appui de ça pour faire régresser les droits que nous avons acquis. Et nous, nous devons nous battre. Ça a été tout l'enjeu, par exemple, de la Troisième République, à partir de 1879. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on a de nouvelles conquêtes ou est-ce qu'au contraire, ils en profitent? Pour la presse, je voudrais lancer une alarme. Il y a une fragilité structurelle de la presse française, une fragilité démocratique. C'est votre affaire. La liberté de la presse n'est pas un privilège des journalistes, c'est un droit des citoyens, le droit de savoir. Si vous ne savez pas, vous êtes trompé et vous voterez à l'aveugle. Et donc, les faiblesses structurelles de la presse française, c'est sa très grande dépendance à des acteurs économiques qui ne sont pas des industriels de l'information, qui étaient déjà là. M. Bouygues était déjà présent dans les médias, mais aujourd'hui qui est général. L'ensemble de nos médias privés sont entre des mains de capitalistes qui n'ont rien à voir avec nos métiers, qui sont dans un rapport de clientèle avec la puissance publique, qui vendent des armes, qui vendent du luxe, qui vendent de la finance, qui vendent de la téléphonie, qui sont des opérateurs du numérique et qui sont dans une relation où ils achètent de la presse pour acheter de l'influence, pas pour créer ce service rendu aux citoyens. Ça, c'est la première alarme. La deuxième, et j'en terminerai là, c'est que dans un moment comme celui-là, il faut un écosystème. Bien sûr que Mediapart, c'est une réussite, mais fragile. Hein. Et si l'écosystème, je dis souvent, on est des petits poissons qui nageons dans une mer polluée face à des gros requins. Est-ce que vous dites à des petits poissons qui nagent dans une mer polluée face à des gros requins, « Ah, sois courageux, petit poisson », ou est-ce que vous vous occupez, nous tous, de dépolluer la mer? Depuis 2012, depuis l'alternance, depuis que nous avons balayé une présidence de régression, d'hystérisation de la vie publique, il n'y a eu aucune avancée pour l'écosystème de l'information, pour le droit de savoir à l'information. Il y a eu le maintien des béquilles, de la dépendance d'aide publique, qui n'est pas une bonne chose. La meilleure garantie, c'est d'avoir des lecteurs, le soutien des lecteurs. Et quel est le vrai problème? Le vrai problème, c'est que non seulement il n'y a eu aucune avancée en termes d'écosystème, l'équivalent, par exemple, français du Freedom of Information Act, de loi fondamentale sur l'accès à l'information, d'utilisation de toutes les potentialités de transparence, d'accès au savoir du numérique pour renforcer notre droit de savoir, mais pire, il y a une régression. Et ne soyez pas indifférents à cette régression. Cela se joue mardi prochain. C'est cette loi sur le renseignement qui est suivie, je termine juste là-dessus, qui est précédée des lois terroristes. Ce sont des atteintes à vos libertés, à nos libertés. Et donc, voilà mon alarme. Je dis, il faut s'emparer du numérique pour y défendre le meilleur de la tradition, montrer que c'est la voie de réponse, ce dont j'en suis convaincu pour l'information quotidienne, pour cet agenda quotidien, mais par ailleurs, il faut faire de cette question démocratique de la liberté de l'information un enjeu politique essentiel dans nos débats communs aujourd'hui. Alors justement, on était donc, il faisait très chaud, et donc apparemment au journal il ne se passait rien. Bien sûr, il ne se passe rien. Donc on envoie un jeune journaliste qui a fait, on va dire, 3 années de Sciences Po, plus 3 années d'école de journalisme, mais non, pas Edwy Plenel, mais enfin un jeune homme qui sort, ou une jeune fille, qui sort avec quand même 7 à 8 ans d'études. Et on l'envoie sur une plage, rencontrer un petit enfant, et lui tend son micro, elle lui dit « Alors, t'es content d'être à la plage ?» Et le gamin, il dit « Ah bah oui, il y a du sable et du soleil. » Formidable au bout de 8 années d'études pour être journaliste, non hein? Après, on a un reportage sur des saisonniers, parce qu'il y a quand même des gens qui travaillent un peu en été, il n'y a pas que les juilletistes qui croisent les Haussiens, vous voyez, comme nous le racontent tout le temps, comme une grande saga nationale. Voilà, c'est le grand rendez-vous de l'été, ça. Ça fait un consensus dans le pays. Les juilletistes, les Haussiens, les embouteillages, on est content, il y a 900 km de bouchons. Hein bon, je me calme. Et donc, des saisonniers, ils travaillaient dans les champs, dans la maraîcher. Et il se trouve qu'il y en avait un qui avait, allez savoir pourquoi, des saisonniers thaïlandais.
Et les journalistes disent, alors, il fait chaud? Et le gars, il dit, bah oui, mais nous, on est un peu habitués. Fin du reportage. Je me dis, c'est quand même extraordinaire, parce qu'au fond, il se passait rien en été. Sauf que moi, j'aurais bien voulu savoir d'où débarquaient ces Thaïlandais-là, comment ils étaient arrivés en France, comment ils étaient payés, etc. Et qu'en réalité, ce qui était un non-sujet d'été était en réalité un vrai sujet de société. Donc ce que je veux vous dire là, c'est que notre travail de journaliste en liaison avec des gens qui nous lisent, il est justement cette déconstruction d'une idéologie qui ne dit pas son nom, qui nous est déversée en permanence, etc. Et donc l'atout et la vocation même, l'essence d'une presse libre, c'est celle-là. Hein. Et juste encore un mot, mais sans doute qu'on y reviendra, enfin je l'espère. Depuis, on va dire, le 11 janvier, moi je pense que nous sommes dans une phase politique extrêmement problématique. Non pas tant en raison d'un certain nombre de décisions prises qu'on peut évidemment critiquer et à juste titre, mais parce que on est en train de nous construire, y compris à travers les médias, une société, je dirais, à la fois sécuritaire et compassionnelle. Mais le couple sécuritaire-compassionnel, il est problématique en lui-même, puisqu'à partir du moment où l'État vous dit « je veille sur vous », il y a un ennemi intérieur partout, là, comme ça, hein. Il y en a qui l'ont dit d'ailleurs, textuellement, il y a un ennemi intérieur. On est en guerre, disent certains. Il y a une 5e colonne, a dit Christian Estrosi. Bon, donc, on vous rassure. Là, on nous fouille tout, bon, qu'il faut, hein. Enfin, voilà, on nous rassure. D'un autre côté, on nous plaint. On nous dit, vous voyez, tout ce qui se passe dans le monde, c'est horrible, etc. Et les chrétiens d'Orient, je n'ai rien contre les chrétiens d'Orient, qu'on soit bien d'accord, mais et ceci et cela. Et on nous plaint. Mais ça, c'est une société... que certains, bon, Edwy Plenel le sait, puisqu'il en parle dans son très bon bouquin que je vous recommande pour les musulmans, c'est ce que certains, comme Michel Foucault, ont appelé la biopolitique de la société. Il faut défendre la société. C'est-à-dire qu'à un moment donné, dans ce couple sécuritaire compassionnel, vous n'êtes plus, nous ne sommes plus des citoyens. J'attire votre attention là-dessus. Être citoyen aujourd'hui, c'est avoir un double corps. D'ailleurs, son corps à soi, au sens biologique, et son corps institutionnel, être un électeur, être un acteur de la vie sociale, être quelqu'un qui intervient dans le débat public, être quelqu'un qui construit avec d'autres, je dirais, de la conscience collective, qui construit du politique. Hein. Eh bien, la société sécuritaire compassionnelle, elle fait de vous, elle vous ramène à votre corps biologique, je dirais. Vous voyez, vous n'êtes plus ce citoyen-là, puisque d'un côté, on vous endort, de l'autre côté, on vous plaint. Et ça, attention, parce que ça passe aussi dans les médias. Alors, bon, j'arrête là parce que ça, on ira assez loin, mais voilà, bon, j'arrête là pour le moment. Un artifice commercial pour faire vendre, parce que l'effet miroir est vendeur, mais ça se charge évidemment d'idéologie. C'est-à-dire que cette vision et ce rapport qui est tissé au lecteur ou au téléspectateur ou à l'auditeur, il nous diminue, il nous amoindrit. Je dirais presque dans notre physiologiquement, il nous fait réfléchir uniquement en tant que consommateur. Et ça attaque, je dirais, vraiment l'humanité jusqu'à l'os, je dirais. Et on est dans cette situation-là aujourd'hui, et c'est pour ça que la question pourquoi une presse libre, c'est pas simplement une question de liberté au sens d'une dissertation philosophique, c'est vraiment de se régénérer en tant que citoyen, en tant qu'humain. C'est notre humanité même qui est agressée par cette façon de voir et de traiter l'information et de nous considérer, de nous rabaisser en permanence dans cette situation, dans cette condition de consommateur. Un petit mot encore sur la question de la presse d'opinion. C'est un mot dont je me méfie énormément. C'est-à-dire que Politis c'est un journal d'opinion, Luma est un journal d'opinion, etc. Je m'en méfie un petit peu quand même, parce que ça nous a beaucoup ghettoisés, parce que ce clivage entre le commerce et la considération, disons, du lecteur en tant que citoyen, ça a aussi un habillage idéologique. Et cet habillage idéologique, il passe beaucoup par cette ghettoisation de certaines presses qui serait une presse d'opinion. Alors moi, je ne redis pas le fait que nous soyons en partie une presse d'opinion. Je dis en partie seulement parce que je pense aussi que l'enquête, le reportage, etc., sont absolument nécessaires. Mais en revanche, je récuse complètement le clivage selon lequel nous serions une presse d'opinion et que la presse, comme l'Express, Le Point, les journaux de M. Drahi ou les journaux qui viennent de vendre des rafales au Qatar,
seraient des journaux d'information. Et donc là, il y a une réflexion à avoir aussi sur, et on pourrait l'approfondir, parce que Edoui a abordé la question de la factualité, du fait, etc. Il y a une bonne factualité, mais il y a aussi une mauvaise factualité. Il arrive parfois que le fait soit menteur, et qu'il soit donné sans appareil critique, sans décryptage, et sans analyse. Et donc les deux sont nécessaires. Alors si nous étions sur de basculement, qu'on ne pressent plus, que même beaucoup de militants de gauche se disent « à quoi bon? Ouais, si les gens veulent ça. » Eh bien non, c'est une erreur totale, c'est une erreur fatale, parce qu'il y a un risque d'emprise déjà sur notre façon de concevoir la société au travers des messages qu'ils peuvent porter. Le masque de la consommation fait passer ces idées nauséabondes dans le commun, et ça devient très difficile après pour discuter du collectif. Je déborde un peu, mais on est sur les libertés. Et on parlait du monde marchand qui contrôle les médias, et le monde marchand utilise les fascismes sous toutes les formes pour contrôler notre activité. Aujourd'hui, c'est la peur d'un terrorisme global, qui est l'ennemi de l'intérieur, qui était évoqué par mes confrères il y a quelques instants. Cet ennemi de l'intérieur nous obligerait à restreindre nos libertés. Dans le même temps, les opérateurs de téléphonie contrôlent vos faits et gestes, mais à la seconde près, au millième de seconde près, à la nanoseconde près. Votre mobile allumé dans votre poche, même en silencieux, donne l'indication que vous êtes à un endroit, vous avez fait un mouvement. Vous allez pouvoir peut-être passer une information tout à l'heure, ou regarder un site, peut-être Mediapart d'ici même d'ailleurs, peut-être le site de l'Humanité, pas celui de Liberté, parce qu'on n'a qu'un blog pour l'instant, et on est plus pauvre que vous, désolé, sur cet aspect-là. Mais les opérateurs de téléphonie, eux, vendent du contenu. Ils demandent à des journalistes de produire des magazines, du jardinage, et ils relayent ouvertement tout ce qui est cette information qu'on appelle des marronniers, qui est pour la presse qu'on tombe sur la tête, des vacances et compagnie. Donc soyez vigilants. Moi je dis toujours, si vous voulez que la presse soit libre, soyez exigeants par rapport à ce que vous voulez lire et ce que vous voulez en faire. Il y a une responsabilité individuelle, mais elle se joue, je reprends cette formule de l'écosystème, c'est-à-dire de comment nos collectivités arrivent à nous tirer vers le haut. De ce point de vue, si les journalistes ne montrent pas, où qu'ils soient, dans quelques médias qu'ils soient, qu'ils peuvent se battre pour être au service du public, ne pas être le dos au mur, ne pas se soumettre, ne pas attendre le prochain plan social ou la prochaine revente, etc. Eh bien, il est normal que le public déserte. Il est normal que le public perde confiance. Donc, nous avons une époque où nous avons une bataille peut-être plus difficile qu'à d'autres moments face à nos ennemis traditionnels. C'est pour ça que je n'aime pas donner ce sentiment un peu de la victimisation. On doit se battre, c'est tout. Et nous sommes héritiers d'une tradition où, pour la liberté de la presse, il a fallu se battre. Et pas seulement nous, le peuple. Quand vous allez à Paris et que vous passez place de la Bastille, les gens qui ne suivent pas trop, ils voient une colonne, ils pensent Bastille, ils pensent Révolution française. Or, la colonne de la Bastille, c'est les Trois Glorieuses. 27, 28, 29 juillet 1830. En dessous, dans la crypte, il y a les dépouilles de 500 ouvriers et artisans du quartier populaire, ouvrier, celui des grandes révolutions parisiennes, du faubourg Saint-Antoine. Ils sont morts pourquoi, ces ouvriers et ces artisans en 1830? Pas pour leur salaire, pas pour leurs conditions de travail. Ils sont morts pour cette liberté-là qui conditionne beaucoup d'autres. La liberté de la presse. Ils sont morts contre les ordonnances de Charles X. C'est la fameuse révolution des journalistes qui a été trahie. Le symbole, c'est Thiers, qui depuis ensuite est devenu non seulement le conservateur que l'on sait, mais l'assassin de la Commune de Paris. Et donc, ils sont morts parce que savoir, avoir le droit de savoir, c'est essentiel. Avoir l'accès à l'information, on en a parlé hier avec Roberto Scarpinato, le procureur anti-mafia, qui est là au premier rang et qui nous fait cet honneur, c'est un enjeu essentiel, c'est un enjeu décisif que Victor Hugo expliquait à des républicains conservateurs. La République, il faut toujours lui donner des adjectifs. Il n'y a pas la République, il y a la République démocratique et sociale. Et il y a la République, moi je n'ai pas la même République que ceux qui veulent m'assigner à l'identité, m'immobiliser, m'empêcher d'avoir de nouveaux droits, de nouvelles conquêtes, m'empêcher de me battre avec ce ressort de l'égalité. Et donc c'est un idéal, et dans cet idéal, Victor Hugo, face à ces républicains conservateurs, disait « Ah, certes il y a le droit de vote,
Mais le droit de vote, il n'est rien sans l'autre liberté, qu'il mettait à égalité. Le fait de savoir, le fait d'être informé, le fait d'avoir accès à la liberté d'opinion, le fait d'avoir un droit de défendre ses opinions, que des manifestations ne soient pas interdites au préalable, comme ça s'est fait depuis 1 an, que des réunions publiques ne soient pas interdites au préalable, qu'on ait ce droit fondamental, la liberté, avoir confiance dans la liberté. Et donc, nous avons en face de nous 2 ennemis classiques, traditionnels, qui ont toujours existé sur toutes les époques, dans notre profession et dans nos industries. L'un, c'est le journalisme de gouvernement. C'est le journaliste qui prend sa légitimité du côté des pouvoirs, qu'ils soient politiques ou économiques. Il existe sur toutes sortes de visages. Il peut être en apparence respectable ou d'autres beaucoup plus mercenaires. C'est notre adversaire par rapport à un journaliste qui cherche sa légitimité du côté du public. Et puis l'autre adversaire, c'était une formule du fondateur du Monde, Hubert Beuve-Méry, c'est ce qu'il appelait la presse d'industrie. Nous sommes des entreprises, nous avons des chiffres économiques, des pertes ou des résultats, et nous vendons aussi cette marchandise très particulière qu'est l'information, et qu'il faut protéger. Mais il y a autre chose qui est non pas la presse comme industrie, mais la presse d'industrie. C'est ce que nous avons sous les yeux. Il en parlait dès les années 50. C'est le fait que des intérêts extérieurs prennent la main sur des journaux. Il y a des journalistes respectables des médias qui sont toujours là. Ils peuvent faire leur métier tant qu'ils ne touchent pas aux intérêts de ces actionnaires. Tant qu'ils ne touchent pas au cœur. Comment traiter les guerres que mène actuellement la France, c'est-à-dire au Mali, c'est-à-dire dans la coalition en Irak, c'est-à-dire hier en Libye, dans un journal comme Le Figaro, dont le président de la République actuelle, comme le précédent, le Premier ministre, le ministre de la Défense, sont les représentants de commerce de leurs actionnaires pour la vente de ces avions de guerre. Donc ce sont des vrais enjeux et qui pèsent. C'est une sorte d'autocensure. C'est-à-dire que, évidemment que ça pèse. On ne va pas dénoncer des aventures guerrières dont nous payons le prix aujourd'hui. Je rappelle qu'au moment de la guerre en Libye, nous étions très peu à dire non. Je rappelle qu'il y a eu un unanimisme, y compris dans une partie de la gauche, à la gauche du Parti socialiste. Au lieu de dire, et ce que nous disions, c'est une aventure, on n'importe pas à coups de canon la démocratie. Et du coup, on a renversé un dictateur. Oui, il y a des dictateurs de l'extérieur, mais on l'a tué. Et du coup, on a fait de la Libye ce lieu qui est au cœur de toutes les déstabilisations. Donc, presse d'industrie et journalistes de gouvernement. Alors, l'enjeu de tout ce que nous vous disons aujourd'hui, et en ce sens, c'est un enjeu qui va bien au-delà de la presse, c'est qu'en effet, nous sommes dans un moment où la presse n'est pas hors du monde, elle suit les idéologies dominantes du moment. Les journalistes sont comme nous tous, ils sont pris dans cette société. Or, quelle est la pédagogie? Et pour moi, ça va bien au-delà de la question de l'extrême droite. L'hypothèque que fait peser depuis 30 ans l'extrême droite sur notre vie publique, ce n'est pas une fatalité, c'est comment la gauche et la droite, hier républicaine, y ont répondu le problème. Comment une droite s'est extrémisée et passée du côté de l'identité nationale, du côté de l'agenda de l'extrême droite. Et comment une gauche, en partie aussi. Et quel est cet agenda? Inégalitaire, être du côté des puissants, des dominants. La révélation par Mediapart de l'argent suisse de M. Le Pen montre qu'on peut prétendre être pour la France aux Français, mais on est pour l'argent suisse. Il est identitaire, cette clôture, cette fermeture qui est une négation de notre peuple. Toute notre histoire témoigne que dans la constitution de notre peuple, nous sommes une Amérique de l'Europe. Nous sommes faits de migration, nous sommes faits d'histoires culturelles différentes, multiples. Et nous savons vivre ça dans les quartiers populaires. Nous savons expliquer cela. Mais le discours politique essaye de nous fermer à ça. Et troisièmement, autoritaire. Et c'est là où on en revient à ce qui a été évoqué, la politique de la peur. C'était la formule du débat américain après le 11 septembre 2001. Ce qui se passe sincèrement sous nos yeux, et Régis Debray a employé cette formule de macartisme démocratique dans Mediapart, c'est la transformation de janvier 2015 par une opération idéologique en septembre 2001. Ayez peur et je m'occupe du reste. Fermez les yeux, renoncez à votre autonomie, c'est moi qui m'en occupe. Et c'est moi qui prends en charge.
Et c'est moi qui instrumentalise ces peurs. Nous sommes des sociétés ouvertes. On va mettre un policier derrière chaque journaliste, derrière chaque lieu de culte, derrière chaque grand magasin? Ou est-ce qu'on va être capable de dire « la peur ne passera pas par nous » Est-ce qu'on va être pris comme des lapins dans les phares au moindre événement? Y compris la communication de la semaine dernière, l'attentat déjoué. Ah bon? Il a été déjoué, cet attentat? Ah non, j'ai vu plutôt un terroriste qui s'est blessé lui-même et qui a appelé le SAMU. Mais en revanche, ce qui n'a pas été fait, les frères Kouachi, ce dernier-là, Koulibaly, comme Mera, ils étaient dans les filets des services de renseignement. Nous l'avons révélé. Donc la vraie question, qui aurait dû donner commission d'enquête parlementaire, qui aurait dû donner investigation indépendante, c'est pourquoi alors qu'ils sont dans les filets et le fiasco sécuritaire, car l'attentat de Charlie Hebdo, c'est un fiasco sécuritaire. C'était une cible 3 fois rouge. Alors, il faut d'abord comprendre comment le fiasco, ce n'est pas juger les personnes, c'est pas accabler. C'est avant de dire, il faut de nouveaux moyens, il faut une nouvelle loi, il faut que vous renonciez à vos libertés. Rendez-vous compte que le président du groupe socialiste au Sénat, sur les réseaux sociaux, l'agora moderne, a fait, en s'appuyant sur le dernier épisode terroriste, où on trouve un individu et on l'arrête et on dit qu'il devait mettre peut-être, en effet, des attentats dans des lieux de culte. Il a envoyé un tweet. Il a dit, après ce nouvel acte terroriste déjoué, certains, je cite, chipotent encore pour refuser la loi renseignement. Les libertés, c'est chipoter. N'oubliez pas, les libertés, et c'est une formule d'un président des États-Unis au début de la République américaine libérale politiquement, le peuple qui accepte au nom d'une promesse de sécurité de renoncer à ses libertés, perdra les deux. Et donc c'est un enjeu essentiel. Comment nous allons contrôler nos gouvernants? Les gouvernants passent, mais une fois que ces reculs ont lieu, ils sont en place. Et ils peuvent être aux mains demain de l'accident démocratique, car il est possible cet accident démocratique. Une république sur laquelle nous n'avons plus la main, où nous nous heurtons au secret défense, au secret des affaires, où les juges, comme les juges indépendants, comme les journalistes indépendants, n'ont pas les moyens. Quand je disais qu'il n'y a eu aucune avancée, on en a parlé hier avec M. Scarpinato. En Italie, il y a une bataille, bien sûr, il y a la mafia, il y a la corruption, il y a Berlusconi, mais il y a une bataille d'indépendance, y compris au cœur de l'État. Si M. Scarpinato est là, c'est que le parquet en Italie est indépendant. Quand il mène ses enquêtes qui remontent jusqu'au sommet de la démocratie chrétienne, c'était le procureur qui a mis en évidence qu'Andreotti était lié à la mafia, qu'un homme politique que tout le monde ne voulait pas toucher avait des liens avec la mafia. Comment a-t-il fait ça? Parce que quand il fait ses enquêtes, il ne dit rien au pouvoir exécutif. Je dis ça parce que nous n'avons pas ces moyens-là en France. Il nous reste à peu près un quart d'heure. Je voudrais avoir entendu Jean-Christophe Cambadélis disant c'est pas le moment de faire trop de politique. Hein. Pierre Gattaz disant finalement dans une situation dans laquelle nous vivons, les syndicats pourraient se montrer un peu plus conciliants en tant que partenaires sociaux. Donc cette politique de la peur que j'appelais moi sécuritaire compassionnelle, je crois qu'on est complètement d'accord sur le fait qu'il s'agit de la même chose, enfin à peu près. Hein. Voilà ce qu'elle contient. Mais il y a aussi toute cette pression aujourd'hui, ces dérives qui font que par exemple l'autre jour, alors qu'il y avait eu donc cet attentat déjoué, moi j'ai constaté dimanche dernier que les journalistes qui allaient dans les églises étaient beaucoup plus préoccupés par la peur, les menaces, etc., que les chrétiens eux-mêmes, qui sont pourtant des chrétiens pratiquants, pas forcément des révolutionnaires, disons, mais qui disaient... Il peut y en avoir aussi, oui. Et donc, ils disaient, oui, bon, il faut relativiser. Enfin, en gros, eux, ils disaient, quand même, on ne va pas paniquer partout dans les 50 000 églises de France, avec des flics partout, etc. Alors que la pression était telle que... Mais alors, vous avez peur, etc. Donc, on avait cette pression, et on a aussi cet emballement autour du fait religieux, je dirais, à la faveur de tout ça, qui est que, par exemple, Pierre Veil, l'autre matin sur France Inter, qui a parlé au porte-parole de l'épiscopat français, lui dit c'est quand même extraordinaire qu'on attaque des églises dans un pays chrétien. Moi, je me dis, tiens, un pays chrétien.
Moi, je croyais que jusqu'à présent, on était dans une république laïque. Donc, je ne remets C'est absolument quelque pas chose qu'on en entend depuis cause. longtemps, enfin depuis quelques semaines, justement. Hein, Je ne remets ça devient- absolument ouais. pas en cause l'apport du christianisme à notre civilisation, à notre culture. Je suis un admirateur des cathédrales, des monastères, des tableaux, etc. Donc la question n'est pas là. Mais d'une part, la France n'a pas des racines chrétiennes, contrairement à ce qu'on peut dire le couple Buisson-Sarkozy. La France a des racines gréco-latines. La France a des racines qui viennent des Celtes, etc. Donc les racines chrétiennes, c'est un fantasme idéologique, c'est une fausse idée. Et qui plus est, aujourd'hui, la France, tant pis pour ceux que ça embête, parce qu'il y en a que ça embête, c'est des chrétiens, certes, c'est un pays où il y a une forte culture chrétienne, il y a des musulmans, 5 millions de musulmans, il y a des juifs, il y a des bouddhistes, etc. Il y a des protestants, et puis des athées, dont je suis, j'allais m'oublier. Nous sommes peut-être un certain nombre ici. Donc n'oublions surtout pas les athées, parce que je dirais que dans un certain nombre de civilisations, si parfois les religions ont pu coexister, les athées ont toujours été extrêmement pourchassés, mais ça c'est un autre débat. Simplement, et pour terminer, je voudrais quand même dire un petit mot sur le numérique, puisque je ne voudrais pas qu'on croie qu'à l'humain on est indifférent à la question du numérique, bien au contraire. Donc actuellement nous avons une plateforme numérique que nous développons, qu'on essaie de faire de la façon la plus intelligente possible, ce qui n'est pas toujours simple. Il faut savoir que le numérique ça coûte, ça veut dire que c'est du personnel, ça veut dire que c'est des moyens, etc. Mais en même temps, pourquoi on fait ça? Parce qu'on est absolument persuadé qu'effectivement il faut le faire, même si quelque part nous pensons nous que le papier a encore beaucoup de temps et d'avenir devant lui. Mais il est indispensable d'être également sur le numérique. En même temps, il y a beaucoup d'illusions qui s'attachent au numérique. On ne va rien résoudre avec le numérique. Tout le monde sait que sur Wikipédia, il y a de grosses conneries. Il y en a de moins en moins, paraît-il. Enfin, je me souviens une fois avoir lu que notre cher Baudelaire faisait partie des écrivains qui avaient été très critiques vis-à-vis de la Commune de Paris. Le problème, c'est que Baudelaire était mort 3 ans avant. Bon, c'est un peu embêtant. Mais... ouais, on aurait pu corriger, oui. Bon. Mais simplement, il y a maintenant, avec tout ce qui se passe avec Google et avec l'ensemble des sites, etc., on peut avoir l'impression d'être informé quand on ne l'est pas. Par exemple, et ne pas aller chercher toujours ce qu'il faut. Juste un petit mot rapide, mais si vous voulez, le numérique, c'est aussi par rapport à l'offre massive d'aujourd'hui, c'est un peu comme le restaurant chinois. C'est-à-dire que vous avez tellement de plats qui vous sont proposés que finalement tout le monde finit par prendre uniquement les plats qu'il connaît. Il y a rouleau de printemps et canard à laquer en ce qui me concerne. Et enfin, je termine parce que je vois que il y a encore un point, si vous voulez, c'est que autour du numérique, il y a aussi l'idée que les ordinateurs vont pouvoir pratiquement gérer l'information. Ce n'est pas une idée de moi. C'est par exemple le fondateur d'une start-up qui s'appelle Narrative Science, qui, dans les colloques, explique que dans 15 ans, 90% des nouvelles publiées par la presse seront générées par ordinateur. Ça pose évidemment énormément de questions, et notamment qui contrôle les ordinateurs, quel est le coût du numérique, parce qu'on dit que ça ne coûte pas grand-chose, mais n'oublions pas les énormes data centers qui, aux États-Unis, bouffent toutes les ressources en énergie de régions entières, hein, parce que c'est de l'énergie, vos téléphones portables et le numérique, hein, ça il ne faut pas l'oublier. Hein. Mais en plus, qui contrôle? Vous savez, les fameux clouds dans lesquels sont entassés des tas d'informations, c'est Google, c'est machin, etc., je passe. Mais donc, toutes ces questions-là sont posées aujourd'hui, et donc, le numérique, oui, bien sûr, et en même temps, attention. Qui a ses propres moyens de s'informer. Bien sûr, le numérique est une sorte de forêt vierge, mais dans le numérique, on peut écouter les leçons du Collège de France, on peut faire des recherches d'archives, on peut vieillir et être moins mobile et néanmoins passer du temps à soi-même, se cultiver, trouver du savoir. C'est une université populaire, le numérique. Il s'agit de savoir faire le tri, il s'agit de savoir faire la hiérarchie, tout ça. Tout ça progresse. Désolé, mais ces machines-là, ces téléphones intelligents, comme on dit, ça n'a qu'une dizaine d'années. Les Big Five qui sont au cœur de nos débats, Google, Amazon, Twitter, Apple, avec le retour de Steve Jobs et son décès, tout ça, c'est moins de 20 ans. Donc il y a, encore une fois, une révolution avec des enjeux devant nous. Et ces enjeux, c'est qu'est-ce qu'on va en faire? Et dans ce contexte, je pense que le journaliste doit comprendre qu'il doit se réinventer dans la fidélité à sa tradition. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de nouvelles qui sont publiques, qui sont gratuites, qui ont atteint le public déjà.
Et donc nous sommes sommés de quoi? D'apporter une plus-value. Si nous ne faisons que... C'est pour ça que, bien sûr, qu'il y a ce côté décervelant de ces télévisions et radios de flux continu. Mais le public voit bien au bout d'un moment que ça ne lui apporte rien. On ne comprend rien, je le crois, au succès de Mediapart, quelle que soit la qualité de son équipe, si Mediapart n'a pas été au rendez-vous de cela. Cette idée que tout article doit apporter quelque chose, par l'enquête, par le reportage, par l'analyse, par le parti pris, par l'entretien, qu'il doit avoir une plus-value, que si un journal il répète ce que je sais déjà, eh bien il me tombe des mains. Et donc nous devons changer de ce point de vue de paradigme professionnel. Et de ce point de vue, je pense que le numérique, c'est comme un kiosque. Dans ce kiosque, il faut hausser le niveau, il faut convaincre le public qu'il peut aller vers la qualité et que cette qualité peut être un formidable levier social, culturel, communicationnel, politique, démocratique. Ensuite, et là je réponds à la question de Philippe, il y a un enjeu essentiel, et quand je disais que Mediapart était un laboratoire, c'est évidemment de montrer que cela, comme toute révolution, et c'est la comparaison avec les canuts, comme toute révolution industrielle, bien sûr que certains essayent de faire reculer les droits, de faire gagner la précarité et d'affaiblir l'autonomie des producteurs, en l'occurrence des travailleurs de l'information. Eh bien nous devons montrer qu'au contraire, un des défis de Mediapart, c'était celui-là, ne pas être un lieu de précarité, ne pas être un lieu de flux, ne pas être un lieu d'immédiateté, que les salaires soient corrects, qu'une grille des salaires soit plutôt exemplaire, qu'aujourd'hui, quand un jeune rejoint Mediapart, par rapport aux médias dont il vient, il est automatiquement augmenté, parce que nous sommes au-dessus des autres grilles et de leur réalité, et que notre richesse ne va pas à des actionnaires, qu'elle va d'abord à ceux qui produisent la richesse au service du public. Et donc, il s'agit de montrer ça comme cela a été le cas dans d'autres entreprises de presse, dans des moments plus florissants. Et donc, je dis cela parce que, en même temps, le seul grand moment, au niveau, pas des entreprises d'engagement, mais des entreprises de presse privées, le seul grand moment où la presse française a été profitable, rentable, où y compris des fortunes se sont créées en faisant simplement des journaux, c'est la première Troisième République. Celle qui va de 1880 à 1914, nous savons tous que ça finit mal. Progrès, régret, c'est la bataille d'aujourd'hui. Mais dans ce moment-là, la République est inventive. Et elle est inventive par la délibération parlementaire. Elle est inventive par des majorités d'idées. 1880, les grandes lois scolaires, il faut lire, écrire, compter pour avoir accès au savoir, et la grande loi sur la liberté de la presse, qui tout d'un coup, après un siècle de régression, fait de la France le pays le plus en avance en termes de liberté de la France, de liberté de la presse. Premier article, l'imprimerie et la librairie sont libres, point. Cet écosystème a permis, bien sûr qu'il y avait une presse antisémite, comme il y a des trucs terribles sur les réseaux sociaux. Elle s'appelait la libre parole avec Drummond, l'affaire Dreyfus. Et la République a failli chuter avec le boulangisme. Mais ça a été une bataille d'opinion. La gravure de Vallotton où tout le monde lit le journal. Et donc il y a eu d'autres presses qui a mené cette bataille. Et du coup la profession s'est interrogée sur elle-même. Il y avait de la corruption, mais 1918, première charte des devoirs, un journaliste digne de ce nom. Et on tire vers le haut, vers la qualité. En clair, ce que je veux dire, c'est que dans le moment actuel, il y a des trains en partance. Dans le moment actuel, il faut parier sur notre liberté. Notre liberté, c'est le seul moyen d'inventer des réponses qui nous appartiennent et de ne pas faire que ce soit d'autres, les oligarchies, du pouvoir et de l'avoir, qui nous les imposent sans que nous puissions en débattre. Merci.